Bonjour Elisabeth Borne. Bonjour. Vous étiez hier à la Sorbonne. C'était un hommage rendu à Samuel Paty, un hommage aussi rendu à la République. Alors la République, ce sont des valeurs, des droits, mais aussi logiquement des promesses d'égalité des chances. Et là, en termes d'emploi des jeunes, notamment, le compte n'y est pas. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors effectivement, la République, elle doit marcher sur ses deux jambes. C'est à la fois des devoirs qui s'appliquent à tous, et puis c'est aussi la promesse que chacun doit pouvoir trouver sa place dans la République. Et c'est au cœur de ce que je porte, moi, au ministère du Travail. Moi, je ne peux pas accepter qu'un jeune ne trouve pas de travail parce qu'il n'a pas la bonne adresse ou qu'il n'a pas les bons codes. Ça fait des années que c'est le cas. Et alors, c'est bien le sens du dispositif des emplois francs qui a été voulu par le président de la République depuis le début du quinquennat pour encourager les employeurs à embaucher des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville. Je vous annonce aujourd'hui qu'on va prolonger ce dispositif et on va le renforcer. Le décret est publié aujourd'hui. Donc, on va augmenter l'aide pour les employeurs. C'est-à-dire combien, comment, avec quel objectif ? Donc, c'est 7 000 € pour la première année au lieu de 5 000. Et donc, l'objectif, c'est d'encourager à embaucher les jeunes de ces quartiers. Et puis, parce que tout n'est pas qu'une question d'argent, on va aussi mettre en place un accompagnement avant l'embauche, pendant l'embauche, après l'embauche. Et moi, je le dis aux employeurs, n'hésitez pas à embaucher ces jeunes. S'ils n'ont pas les codes, nous leur donnerons. S'ils ont besoin d'être accompagnés pour comprendre les règles des entreprises, nous le ferons. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés ? Parce que des chiffres, les voici. Un bac+5 de plus de 30 ans a 22% de chance de moins d'occuper un emploi de cadre lorsqu'il est issus des quartiers prioritaires. Est-ce que vous vous fixez un terme d'objectif en termes de création d'emplois avec les dispositifs que vous venez d'annoncer ? Alors bien sûr, on veut l'égalité des chances. On doit avoir plus de 20 000 emplois francs cette année et donc il faut tenir cet objectif. Notre priorité, c'est que tous les jeunes trouvent un emploi, une formation, une qualification. C'est vrai pour les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, c'est vrai pour tous les jeunes et c'est aussi le sens du plan Un jeune, une solution qu'on a lancé dès le mois de juillet. La laïcité est au cœur des discussions. Est-ce qu'il y a un problème de laïcité en entreprise ou est-ce que, l'entreprise gère mieux les atteintes à la laïcité que l'école ? Vous savez qu'il y a deux cas. Il y a les entreprises qui ont une mission de service public et dont les salariés doivent respecter les principes de neutralité. Puis dans les autres entreprises, il n'y a pas d'interdiction d'avoir des signes religieux. Par contre, il y a un principe très clair de non-discrimination, notamment à l'égard des femmes, qui vaut pour toutes les entreprises. Par exemple, un salarié ne peut pas refuser de serrer la main des femmes alors qu'il serre la main de ses collègues des hommes. Et là, les entreprises sont accompagnées, elles se débrouillent. Comment est-ce que ça se passe dans les entreprises, notamment de services publics ? Écoutez, dans les entreprises de services publics, vous savez que moi j'ai dirigé la RATP. Où c'est un sujet ? On est très attentif à ce que ces règles soient strictement appliquées. On a renforcé la formation de l'encadrement. Je pense qu'il faut être intransigeant, notamment sur ce principe de non-discrimination à l'égard des femmes. Vous devez saluer vos collègues femmes, vous devez mettre en œuvre les instructions de votre management, même si c'est une femme. Et donc, voilà, je pense qu'il faut être intransigeant sur ce principe de non-discrimination et évidemment de respect de la neutralité. Juste un mot avant de parler du couvre-feu et éventuellement des départements qui vont basculer en alerte maximale. Cette polémique autour des rayons communautaires dans les supermarchés à titre personnel, ça vous choque, vous, quand vous rentrez dans un supermarché, de voir un rayon halal ou un rayon cachère ? Écoutez, je pense que le moment n'est pas vraiment polémique. Moi, à titre personnel, ça ne me choque pas. Ensuite, c'est aussi ça, la liberté d'expression et chacun peut... Y compris au sein du gouvernement. Voilà, absolument. Alors, face à l'accélération de l'épidémie, le couvre-feu va sans doute être étendu à d'autres départements. Est-ce que vous préparez, Elisabeth Borne, je pense que c'est la question que se posent tous les gens qui vous regardent ce matin, est-ce que vous préparez un scénario, le scénario d'après, le scénario du reconfinement ? L'objectif de toutes les mesures qu'on prend aujourd'hui, y compris le couvre-feu qu'on met en place, et dont évidemment, moi, je suis bien consciente que c'est des restrictions qui sont pénibles pour tout le monde, c'est d'éviter ce reconfinement général. On sait qu'on a mis en place des protocoles qui sont très sûrs, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les cinémas. On sait que cette contamination, elle se fait beaucoup dans la sphère privée. Et donc, l'objectif du couvre-feu, c'est de réduire les interactions et d'éviter un reconfinement général. L'Irlande a reconfiné pour 6 semaines. Oui, effectivement, on voit que ce problème, il vaut partout en Europe. Effectivement, l'épidémie progresse en France, elle progresse dans toute l'Europe. On doit prendre des mesures.
pour casser la dynamique de l'épidémie et pour éviter un reconfinement général. L'avancée d'une heure, l'heure du couvre-feu, ça fait partie des pistes étudiées aussi? Écoutez, on souhaite vraiment à la fois protéger la santé des Français, casser la dynamique de l'épidémie et puis permettre de poursuivre l'activité éducative, culturelle, économique, évidemment pour protéger nos entreprises, pour protéger nos emplois. Est-ce que vous allez imposer le télétravail, Elisabeth Borne, si ça ne va pas mieux, si on n'arrive pas à maîtriser l'épidémie? Alors vous savez qu'on a renforcé le protocole en demandant à chaque entreprise de définir un nombre minimal de jours de télétravail pour tous les postes qui le permettent. Moi je crois qu'il faut être conscient que les entreprises entendent le message. Vous savez, l'enquête qu'on a réalisée la semaine dernière montre que plus de 50% des salariés nous disent que l'employeur encourage le télétravail. Et dans les zones qui sont soumises à couvre-feu, on avait la semaine dernière plus de la moitié des salariés qui avaient télétravaillé pour 60%, 2 à 3 jours par semaine. Donc le message est entendu. Il faut aussi qu'on trouve un équilibre au sein de chaque entreprise, parce que le télétravail, ça a beaucoup d'intérêt, y compris de réduire les interactions. Mais il faut faire aussi attention à maintenir le collectif de travail et à éviter l'isolement des salariés. Est-ce que vous avez pu mesurer les conséquences du couvre-feu sur l'activité, sur l'emploi? On échange quasiment toutes les semaines avec Bruno Le Maire, avec les secteurs qui sont impactés. Et on va faire, comme on le fait depuis le début de la crise, de soutenir massivement, de protéger ces secteurs. On a renforcé le fonds de solidarité qui est passé à 10 000 € par mois pour les entreprises qui sont touchées par ces restrictions. On a annoncé le prolongement jusqu'à la fin de l'année de l'activité partielle prise en charge à 100% par l'État. L'objectif, il est clair, il est de protéger ces secteurs. On ne veut aucune défaillance du fait de ces restrictions. Geoffroy Roux de Bézieux dit on ne peut pas travailler sous perfusion. Il demande de la souplesse. Est-ce qu'on peut accorder de la souplesse aux entreprises? Vous savez, c'est bien ce qu'on a fait pour les restaurateurs. Dans un premier temps, par exemple, à Marseille, ils avaient fermé. On a défini un protocole plus strict qui leur permet de poursuivre leur activité. Moi, je suis bien consciente, et tous les chefs d'entreprise le disent, on veut travailler. Et donc, il faut qu'on les accompagne avec des protocoles très stricts qui permettent de concilier leur activité et la protection de la santé. Un mot sur l'Unédic. Entre 30, on parlait des chiffres de l'économie. L'Unédic pourrait être amené à indemniser 420 000 personnes supplémentaires par rapport à la fin 2019. Le déficit est d'une ampleur inédite. Il devrait atteindre 18,7 milliards d'euros avec une baisse des recettes. Comment on fait pour retrouver un financement sans ajouter déjà demander des efforts supplémentaires à ceux qui sont impactés, puisque c'était ça le but de la réforme de l'assurance chômage? Écoutez, on fait tout d'abord pour limiter le nombre de demandeurs d'emploi supplémentaires. C'est bien le sens de toutes les aides qu'on met en place. On a des dispositifs très protecteurs. L'activité partielle de longue durée, notre objectif, c'est de défendre au maximum les emplois et effectivement d'éviter que les gens se retrouvent demandeurs d'emploi. Le déficit de l'Unédic, c'est plus un sujet. Le déficit de l'Unédic, qui sera regardé comme toute la protection sociale, qui effectivement subit un choc important dans la crise. Merci beaucoup, Elisabeth Borne.